Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Francis Moïse Moncho. Il est directeur adjoint de campagne, porte-parole du parti politique Les Démocrates. Il sera avec Alain Adiou, ancien ministre, membre du bureau politique du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le troisième invité a pour nom Agapite Napoléon Maforican, consultant médias communication, analyste, chroniqueur politique. Avec eux, nous essayerons de décrypter la rencontre qui a eu lieu entre le président Patrice Talon et les responsables du parti politique Les Démocrates et les commentaires qui ont suivi au lendemain. Nous parlerons également sans nul doute de cette sortie médiatique du parti politique FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. Sans attendre, avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommet, Francis Moïse Moncho, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés ce samedi matin. Vous êtes le directeur adjoint de campagne et porte-parole du parti politique Les Démocrates. Exactement. Merci d'être là. Alain Adiou, bonjour. Bonjour cher ami. Ancien ministre, membre du bureau politique de FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. Exactement. À côté de vous, Agapite Napoléon Maforican, consultant médias communication, analyste et chroniqueur politique. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour l'internaute. Merci d'être à nos côtés. Alain Adiou, ancien ministre, il y a cela quelques jours, au sommet de l'État, au palais de la Marina, le président de la République, Patrice Talon, a reçu une délégation du parti politique Les Démocrates, une délégation conduite par l'ancien président Thomas Boniaï. Est-ce que selon vous, les échanges qu'il y a eu ont apporté un plus au débat politique? Un plus, peut-être non, des précisions, des clarifications sûrement. Mais la rencontre elle-même, je me suis permis de la qualifier en les termes suivants: manipulation. Ceux qui m'avaient entendu pensaient que je parlais de manipulation au singulier ou manipulation au pluriel. Je précise aujourd'hui manipulation au sommet de l'État. Pourquoi? Parce que l'opportunité de la rencontre réside peut-être en ceci, que les problèmes posés sont des problèmes importants, qui sont la plupart relatifs aux élections qui nous attendent dans 2 ans et quelques semaines, les élections générales de 2026. Je donnais comme exemple, et tout le monde le sait, toutes les questions relatives aux élections. La liste électorale, d'accord, mais il n'y a pas que la liste électorale. Tout le processus électoral, c'est vicié, c'est pas bon. Ce qui est aujourd'hui dans notre pays n'est pas bon. Et je disais que toute la classe politique devrait normalement s'en convaincre. En tout cas, ceux de l'opposition, qu'ils soient 3 ou 4 ou 5 partis politiques se réclamant de l'opposition, je sais personnellement qu'ils s'en sont convaincus. Ils s'en préoccupent tous. Il y a quelque chose d'important depuis la conférence nationale dans notre pays. Au regard de l'expérience politique et de la sociologie politique de notre pays, nous avons refusé à la conférence nationale l'exclusion. C'est pour cela que notre démocratie n'est pas construite à l'image des démocraties qui existent ailleurs.
Notre démocratie a un élément fondamental, le consensus. Et depuis l'arrivée du président Talon à la tête de l'État, depuis 2016, il procède par exclusion. Nous pourrons peut-être en débattre, mais si vous, les journalistes, vous ne prenez pas ce sujet-là, pour qu'on en débatte sérieusement au plan national, nous allons nous créer des difficultés majeures dans notre pays jusqu'en 2026. Donc, la rencontre est sûrement opportune vu les sujets qui ont été débattus. La démarche ne nous paraît pas tout à fait bien indiquée, mais c'est déjà fait. On va décrypter et avancer. Moïse Montchor, comment vous qualifiez cette rencontre? Merci Kader. Vous savez, cette rencontre pour nous, je tenais à préciser, et le 15 octobre, lorsque le président, le congrès du Parti Les Démocrates à Parakou a eu à mettre à sa tête le président Boni Yayi, ancien président de la République, nous avons lancé un signal fort. C'est-à-dire, nous avons commencé par mettre en place une machine de guerre pour les élections générales en 2026. C'est le signal qu'on a lancé. Et dès qu'il a pris fonction, il a envoyé une lettre pour alerter l'opinion publique nationale, l'opinion publique internationale. Donc, suite à ça, une semaine après, le président de la République nous convoque. Il nous invite, permettez-moi le terme, à venir en parler. Parce que la lettre est allée à la CEDEAO, à l'Union européenne, elle est allée aux États-Unis, elle est allée partout, cette lettre-là. Donc, le président, nous dénonçons l'exclusion. Nous dénonçons le fait que la liste électorale soit viciée. Nous dénonçons le fait que le plan machiavélique de cette gouvernance qui consiste à soumettre les grands électeurs, qui sont toutes les institutions de l'État, pour pouvoir se faire élire sans un bilan conséquent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui le dit. Donc, que ce plan machiavélique est en train d'être peaufiné, et c'est pour ça qu'ils ont ramené un Rwandais à la tête de la ligne. Parce qu'on connaît ces faits d'armes au Rwanda. Donc, on a envoyé, il nous a invités, et on croyait qu'on allait en parler de tout. Mais ils ont exigé seulement un sujet. Mais nous avons rectifié en disant les points qui nous intéressent. Parce que depuis 2019, des Béninois sont en prison, sans jugement. Des jeunes, ça fait 4 ans, ils n'ont pas mis pied à l'Université nationale. Bon, s'ils sont coupables de quelque chose, qu'on le dise, qu'on les condamne. Mais ils ne sont pas même jugés. Depuis 4 ans, on est en prison. Vous connaissez nos prisons. Vous, les journalistes, faites un tour pour voir les réalités là-bas. Donc, il y a d'autres qui se sont ajoutés en 2021. Et on continue, on va aller en 2026, et le président ne respecte aucun de ses engagements. Oui. Donc, face à ça, on a ajouté des revendications qui nous intéressaient et qui intéressent la nation. Vous savez, M. Adirou l'a dit tout à l'heure, il y a assez de problèmes très sérieux à gérer. Nous sommes allés dans un sérieux, d'accord, pour aller parler. Aux problèmes politiques, il faut des résolutions politiques. Ce n'est pas une affaire de droit, ce n'est pas une affaire de droit, c'est des résolutions politiques qu'il faut prendre. Mais est-ce que les lignes ont bougé? Les lignes, on espère que les lignes ont bougé. Parce que vous avez vu le président de la République donner son OK pour l'audit de la liste électorale. Vous l'avez vu dire qu'il ne va gracier ni Inks, Mme Rikia, ni Mme Joël Aïva, et ni M. Joël Aïva. Vous avez vu prendre l'engagement de libérer certains jeunes qui sont en prison depuis 4 ans sans jugement. Vous l'avez vu également dire qu'il ne va pas soutenir une loi d'amnistie. Donc pour nous, les lignes ont bougé. Peu importe le show qu'il a fait autour, les lignes ont bougé. Parce qu'on sait à quoi s'en tenir. Vous savez à quoi vous en tenir. Agapine Aboué-Maforikan, tout à l'heure, Alain Adirou et Moïse Montchor parlent de processus électoral vicié. Est-ce que le constat est le même à votre niveau? Merci Kader. Oui, le processus est vicié. Il est vicié par les hommes politiques qu'ils sont. Il est vicié par les partis politiques. Parce qu'en réalité, une élection est organisée par une structure administrative étatique, normalement. Mais la suspicion, l'absence de confiance entre eux a fait qu'on a expérimenté toutes les
des facettes possibles d'une commission électorale nationale autonome. Ils ne sont jamais d'accord. Il ne que ce soit la Sénat de 95, la Sénat de 96, la Sénat de 99, la Sénat de 2003, de 2002. Aucune Sénat n'a fait l'unanimité. On a même connu des Sénats où il y a un bordel total en 2008, par exemple. Et malgré ça, on a eu une Sénat permanente mise en place par Yahya Boni, qui a quand même permis de faire les élections de 95 et de 2015, 2016, 2019, 2021, 2020 et 2022 et 2021. Voilà. Donc, 4 ou 5 élections, mais c'est là, mise en place par majorité, minorité, mais c'est vicié. Parce que lorsque vous créez une Sénat avec majorité, minorité, les lignes bougent. Une année donnée, au moment où Yahya Boni était au pouvoir, la majorité minorité n'était plus la même lorsque Patrice Talon est venu au pouvoir, parce que des gens ont opéré un déplacement de position. C'est pour ça que moi, en tant qu'expert électoral, je dis toujours que il n'y a pas, les élections doivent être organisées par l'État. Les partis politiques, les candidats mettent en place un dispositif de contrôle. Dès lors qu'ils candidatent, ils mettent en place un dispositif de contrôle et ils doivent avoir accès à tout pendant ce temps. Donc, c'est un système d'observation, mais à côté de l'appareil étatique. M. Moutchou parlait de Rwandais à l'ANIP. C'est pas l'ANIP qui organise les élections. Et le processus de gestion du fichier électoral, enfin, d'abord de l'état civil, qui finit par déboucher sur le fichier électoral, est un processus absolument participatif. Alors, le problème des politiques, c'est quoi? Ils ne veulent pas s'abstraindre à des obligations. Normalement, c'est à eux de mettre en place un dispositif pour faire le contrôle depuis les arrondissements, jusqu'à remonter l'information et surveiller que ces éléments ont été corrigés. Ils ne le font pas. Ils procèdent par l'euro. Quand on parle de processus vicieux, tous les éléments qu'ils attaquent sont des éléments que l'opposition a attaqués sur Yahi. Ce sont des éléments que l'opposition a attaqués sur Kérékou. Ce sont des éléments que l'opposition a attaqués sur Soglo. Donc, nous revenons un peu... Mais est-ce que les inquiétudes ne sont pas fondées? La question, Kader, moi, si mes inquiétudes sont fondées, mais les solutions qu'ils envisagent ne sont pas... Parce qu'on a expérimenté toutes sortes de solutions. Moi, je voudrais bien, le ministre Sadio l'a dit, moi, je souhaiterais bien qu'on parle effectivement de l'exclusion. Mais quel système n'est pas exclusif? La démocratie est par nature exclusion. Minorité-majorité. Quand quelqu'un gagne 49% et on le met de côté et 51% des riches, c'est une exclusion. Le processus électoral est exclusif parce que à partir du moment où vous mettez des critères pour choisir celui qui a gagné, que ce soit un scrutin de liste majoritaire, là, vous excluez minorité. Quand le scrutin de liste à la proportionnelle, vous excluez tous les gens. Donc, il y a toujours une exclusion en la matière. Donc, il faudrait qu'on sache de quoi nous parlons. Par contre, quand on parle tout à l'heure de la rencontre entre Talon et le président Yahi, un mot très rapide en sommaire. Je pense que c'était quand même une rencontre suffisamment utile. La manipulation, mais en fait, comme l'a dit M. Moutchou, utile, elle a apporté quoi de plus? Elle a apporté au moins une clarification sur certains de concepts, de problèmes. Clarification du chef de l'État? Non. Faites par le chef de l'État? Non. Les deux positions. Moi, j'ai entendu le président Yahi dire pardon, monsieur le président. Mais c'est un ancien président qui dit pardon, même si ce n'est pas formalisé. Le dire est déjà quelque chose de nouveau dans le langage des démocrates, du parti des démocrates. Ce n'était pas leur ligne de conduite au départ. J'ai entendu, oui, monsieur le président, d'accord, nous allons, par rapport à la liste électorale, on a dit il faut auditer. Même si, après, leur position s'est élargie, mais au moins, merci. Donc, sur cette question, je pense que aussi bien du côté des démocrates que du côté du chef de l'État, il y a eu clarification. Ils savent à quoi s'en tenir. Et puis, en politique, ils vont continuer. Chacun dans son bord, ils continueront leur lutte. Alain Adirou, à l'annonce de cette rencontre, l'espérance de la plupart des Béninois, c'était que des lignes bougent en faveur de Réki Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo, appelons un chat un chat. Mais vous avez suivi les propos du président Patrice Talon à ce sujet. Est-ce que selon vous, il a été très dur? En refusant la grâce présidentielle à nos amis qui sont privés de liberté, je pense que le chef de l'État est complètement dans son droit. C'est sa totale disponibilité à faire qui peut s'imposer à lui. Est-ce que l'argumentaire qui a soutenu sa position est fondé? S'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Moi, je pense que ce n'est pas de grâce qu'il doit s'agir. Je ne pense pas que ce soit de grâce qu'on doit parler. On doit plutôt plaider pour une amnistie. Parce que la grâce n'efface pas la faute, disons ça comme ça, alors que l'amnistie, oui. Il y a un processus qui est engagé au niveau de l'Assemblée nationale par les amis les démocrates. Mon souhait, c'est que ce processus-là continue. C'est vrai que le chef de l'État, en cette qualité-là de
président, enfin, le numéro 1 de la mouvance, s'il avait donné son accord de façon très ouverte, on conclurait que ça y est, les jeux sont faits à l'Assemblée nationale. Or, les parlementaires sont autonomes, ou du moins se supposer tels. Donc, le débat reste entier. C'est pour cela que moi, je dis que non, par rapport à cette question, il n'y a pas encore de résultats concrets. Il faut que les députés, les 28, les démocrates, travaillent comme on travaille dans un parlement. Donc, négociation, travaillent à ce que, puisque la loi est inscrite, la proposition de loi est inscrite, travaille à ce que ça aboutisse à quelque chose. On y revient beaucoup plus en profondeur sur cette loi-là. Mais lorsque vous avez suivi le président Patrice Talon sur la question des exilés politiques, des détenus politiques, est-ce qu'il vous a convaincu? Je ne cherche pas la conviction d'être convaincu par le président Talon. Ce n'est pas ma préoccupation et ce n'est pas notre préoccupation à FCBE. Nous, à FCBE, nous avons fait l'analyse. Mais est-ce que les propos qui ont été tenus de part et d'autre, est-ce que FCBE se retrouve dedans? Le président Talon a raison lorsqu'il insinue que tout le monde n'est pas exilé politique. Tous nos frères et sœurs qui sont dehors ne sont pas des exilés politiques. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Nous ne sommes pas là pour... Tout le monde n'est pas exilé politique. Tout le monde n'est pas exilé politique. Il y a des exilés non politiques qui sont attendus par le système judiciaire de leur pays. Ils n'ont qu'à se déclarer comme tels. Il ne suffit pas d'avoir mal géré, que l'on a été ministre ou pas, d'avoir mal géré, de trouver l'occasion de partir et de se mettre du côté des exilés. Il y a des exilés politiques qui doivent être traités comme tels. Et des gens qui sont dehors et qui ne sont pas des exilés politiques. N'en déplaise à qui veut mettre tout le monde ensemble. Donc non, ne mélangeons pas. Donc sur ce plan-là, oui, le chef de l'État a raison de dire ceux qui doivent des comptes à rendre à la justice n'ont qu'à s'apprêter pour le faire. Les autres exilés politiques, c'est à étudier. Leur cas est à étudier. Leur cas est à étudier véritablement, Moïse Mocho? Vous savez, je ne pense pas que quelqu'un puisse se lever volontairement et quitter son pays si la justice était impartiale. S'il y avait vraiment une justice, tous les citoyens vont répondre à la justice. Parce qu'ils sont responsables. Et quand j'ai écouté le président Talon parler de ça, vous savez, je me rappelais que lui-même, il a, selon les dits, il a dû quitter Manu Militari, le Bénin, en 2012. Pourquoi il n'a pas répondu à la justice béninoise? Non, il y a des questions qu'on doit se poser. Monsieur le ministre, vous avez répondu à la justice. D'accord? Parce que vous croyez en la justice de votre pays. Mais en ce moment, pourquoi le président Talon n'a pas répondu à la justice? Donc, je ne peux pas être invité à la pluie et me plaindre que je suis trempé. Il est le premier, qu'il montre l'exemple. Il ne l'a pas fait. D'accord? Et quand on parle d'exilés, toutes les juridictions internationales qui ont été saisies ont condamné le Bénin. Lorsque des personnes condamnées n'ont pas le droit de prendre la parole, que les avocats ne puissent pas s'exprimer, d'accord? On parle de quoi? Lorsqu'on pourchasse des concitoyens jusqu'à ce qu'ils descendent d'un avion et qu'on envoie des magistrats, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice pour les coffrer en Espagne, les mettre aux arrêts et que 2 mois plus tard, la justice déboute l'État béninois, ils sont des exilés politiques. Ceux-là ne sont pas dans des calculs. Les justices qui ont pris les décisions en Allemagne, en Espagne, en France, aux États-Unis ne sont dans aucun calcul. Là, ils ne sont pas dans des calculs. Mais ils ont prouvé que le Bénin a tort. Si la justice est impartiale, on va accepter d'aller devant la justice. Le président Talon est le bel exemple. Il sait comment elle fonctionne notre justice. Ça, c'est le premier point. Le second point, vous savez, quelqu'un qui a été pardonné, qu'il dise ouvertement devant caméra que lui ne pardonnera jamais, que le pardon c'est une faute. Vous savez, on ne sait pas quel repère on laisse à nos enfants. Ce pays n'a pas besoin, le Bénin a besoin de présidents sages qui sont au-dessus de la mêlée. Et dans ma langue, vous savez, je suis à Isor. Quand un enfant fait caca sur la cuisse de ses parents, il ne prend pas un couteau pour le couper, il prend de l'eau, il le nettoie. C'est ce qu'on nous a appris dans notre culture. Et c'est la culture de la plupart des Béninois. Mais quel repère
on est en train de vouloir laisser à nos générations. Je te dis quoi? C'est du œil pour œil, dent pour dent qu'on veut apprendre aux enfants. Nous ne sommes pas au Rwanda, où on peut macheter les gens parce qu'ils ont tort. Nous sommes au Bénin. Nous sommes un pays où la solidarité, la compréhension doivent gouverner. Un chef d'État, c'est le chapeau. Il doit pouvoir être sage, être au-dessus de la mêlée. Nous avons connu des présidents. On demande à ce que les hommes politiques puissent donner le bel exemple. Mais les hommes politiques donnent le bel exemple. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous savez, si la justice était si crédible, un président de la République ne va pas venir dire dans son projet de société qu'il faut soumettre les institutions. Même vous, les journalistes qui êtes là, je vais parler sous le contrôle de mon ami, Maforican. Oja Sounouvou a demandé de libérer la justice sous Yaïboni. Et de libérer le média du service public. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est-à-dire que celui qui théorisait cette pratique aujourd'hui a pris maintenant les rênes. Mais il a déroulé maintenant de manière à ce que aucun média ne puisse parler. J'ai fait des enregistrements, des mises en boîte lors des campagnes électorales où la hack est assise te dit non, tu ne peux pas dire ça. Ma liberté d'expression, elle est où? On vous a compris, Moïse Mocho. Agapit Napoléon Africain, une question à double volet. Est-ce que, selon vous, il y a des exilés, des détenus politiques au Bénin? Et la justice, pour vous, est-elle sur tout aura de l'exécutif? Vous savez, moi, on me tape de ce qu'on veut, mais j'estime que pour moi, la démocratie, c'est une affaire mise en place par les aristocrates. Parce que c'est la loi des seigneurs. Ils ont mis, moi j'ai lu moi je suis du type Karl Marx, j'ai lu Karl Marx, je suis pour la lutte des classes, je suis pour la dictature à la limite du prolétariat. Mais bon, on est tellement si loin de tout ça là, que bon, chacun va dans son... Les Français nous ont appris une théorie de la démocratie que nous ne comprenons pas tout ce qu'ils disent, mais c'est des hommes politiques. Et je suis content que M. Monthieu ait évoqué le cas nouveau sur Yahi. Mais aujourd'hui, quand Yahi parle, c'est comme s'il n'a jamais gouverné pendant 10 ans. Moi, j'ai travaillé avec Yahi. Pas directement, directement ou indirectement. J'ai travaillé avec le système. Je connais le système. J'ai défendu le système. Pas parce que j'espère que j'ai rien gagné sur lui. Il y en a qui sont venus de nulle part, qui ont tout gagné. Moi, j'ai pas gagné un coca et j'ai jamais réclamé quoi que ce soit. Il le sait. J'ai jamais déposé mon CV, nulle part. J'étais à la HAC quand il a été élu. Après, je suis allé à la NLC parce qu'on m'a désigné à la HAC. Donc, mais je connais, les récriminations sont les mêmes. Le ministre Adiouaf a été membre d'un gouvernement et à des niveaux extrêmement élevés parce qu'il a géré la question de la liste. Il connaît ce dossier et ce projet qui est fait. Le point des hommes politiques ici, c'est que quand ils ne sont pas au pouvoir, ils attaquent celui qui est là. Quand ça change, ils ont de bonnes guerres. Donc, pour moi, vous voyez, détenus politiques, exilés, j'ai déjà eu à me prononcer une fois, j'ai plus envie de revenir là-dessus. Par contre, je dis que c'est des vocables que chacun utilise de par sa posture. Un chef d'État, c'est tout à fait normal qu'en tant que chef de l'État, membre de la majorité présidentielle, qu'on ne reconnaisse pas qu'il y ait détenus politiques, dans la mesure où ils ont été jugés sur la base des éléments du droit commun, du droit politique béninois. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont été jugés sur les aspects politiques, parce qu'ils ont dit « je suis contre toi ». Alors, mais aujourd'hui, monsieur parle du pardon. Oui, d'accord, mais c'est la nouvelle posture. Déjà, lors de la rentrée parlementaire de février 2023, ce n'était pas la posture des démocrates. C'était encore des trucs politiques. Nous allons les... Donc, aujourd'hui, si le langage change et évolue vers la demande du pardon, je pense que ça pourrait peut-être atteindre certains. Mais il y a déjà eu pardon en 2020, lors de l'amnistie, après les événements de 2019. N'oublions pas qu'il y a une loi d'amnistie en 2019-2020. Donc ça, c'est été pardonné. Les jeunes qui sont en prison, moi je suis totalement d'accord qu'il y a question quand même de les libérer. Donc la question de l'amnistie doit être doit être une question globale. Il y a des gens qui étaient en prison avant l'arrivée au pouvoir de Yahi Boni, qui continuent d'être en prison, qui n'ont pas vu de juge, qui n'ont pas vu pendant très longtemps. Personne n'en parle. Donc c'est heureux que ces personnalités qui sont là-bas servent, disons donc, d'aiguilleurs pour que les gens qui croupissent en prison, qui sont entassés dans des conditions inhumaines, que leur cause soit défendue et que la question pénitentiaire revienne au cœur d'un débat parlementaire et que peut-être on gracie un certain nombre après jugement ou qu'on amnistie une bonne partie qui n'ont pas selon des conditions données. Moi, je suis partisan d'une gestion globale et non personnalisée de ce dossier. Ceux qui sont dehors, je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être faire le tri
et essayer effectivement d'ouvrir la voie. Donc, vous estimez qu'ils ne sont pas tous là-bas pour des questions politiques. Il y en a qui doivent répondre. Moi, j'ai derrière me prononcer. Je ne reviens plus sur cette question. Peut-être qu'il y en a qui vous suivent aujourd'hui qui ne vous ont pas suivi. J'estime que ceux qui sont dehors et qui ont des problèmes avec la justice, ils n'ont qu'à régler le problème avec la justice. Ouais, notre justice, elle est la justice des hommes. Elle n'est pas parfaite. Moi-même qui suis ici, j'ai eu maillé avec la justice. J'ai trouvé que ce n'était pas normal, la manière dont ça a été géré. Moi, j'ai accepté. J'ai fonctionné comme ils veulent. Mais j'avoue que quand un homme veut juger, un homme dont la carrière est gérée par un système en place, un homme qu'il soit du parti ou du siège, chacun aspire à grandir. Donc, de manière absolue, vous lui demandez d'être absolument impartial. Moi, je ne sais pas si cet homme existe. Donc, moi, je n'ai pas envie de faire un procès à la justice. C'est une institution que je respecte. Mais je dis, un homme, il est corruptible. Et, dans la Sainte Bible, j'ai fini. Oui, Judas a trahi Jésus, le jeudi saint. Simon Pierre l'a trahi également. Entre la différence entre Judas et Simon Pierre, Jésus a parlé à Judas en parabole. Mais à Simon Pierre, il l'a dit directement. Simon Pierre a renié, a dit que lui ne va jamais le trahir. Il a fait 3 fois dans la même nuit, il a renié. Judas l'a trahi une fois pour le livrer. Qui est le traître de la Sainte Bible? C'est Judas, c'est pas Simon Pierre. À lui, on lui a remis la clé. C'est pour dire quoi? En réalité, il faut analyser le symbolisme d'un certain nombre d'éléments. Ce qui se passe aujourd'hui chez nous n'est pas nouveau. Mais peut-être nous arrivons à une maturation d'une situation donnée. Il faut qu'il puisse avoir une sorte donc d'agreement, de gentleman agreement, sur un certain nombre de points essentiels. Et moi, j'envisage l'après 2026 pour cette question-là. Après ça, les postures politiques, on ne peut pas les changer. Avant d'en venir au ministre Alain Adiou, j'ai envie de poser quelques questions précises pour clarification sur ce plateau, porte-parole de les démocrates. Moïse Mouncho, les démocrates, par rapport au cas Ricky Amadougou, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce la grâce ou l'amnistie? Nous voulons... D'abord, il faudrait qu'on escompte. Vous savez, ils n'ont jamais reconnu les faits. Ni l'État n'a même pas pu prouver les allégations pour lesquelles Joël comme Morikia ont été condamnés. D'accord? L'État, c'est la justice. Et la justice les a reconnus coupables. Non. La justice, vous savez, il y a des juges qui ont démissionné de ce pays à cause de ces procès-là et qui ont eu à parler. Ils sont réfugiés aujourd'hui en France. Ils sont des exilés politiques. Donc, on ne veut pas de grâce parce que les intéressés devaient le demander eux-mêmes. Et on a fait un procès où les intéressés ont le droit d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation. Ils ne l'ont pas fait. Vous croyez que quelqu'un qui est coupable va refuser d'utiliser ses droits? Non. Ils ne sont pas coupables. Et la grâce n'enlève pas et ne nettoie pas le casier. En 2019, après les élections, d'accord, lorsqu'ils se sont mis à tuer les Béninois, ils se sont empressés de faire une loi pour s'amnistier. Ils n'ont pas amnistié les autres. C'est eux-mêmes qui se sont amnistiés. Parce que c'était tellement grave que c'était allé à la Cour pénale internationale. Donc ils se sont amnistiés. Mais aujourd'hui, ils se lèvent, ils disent qu'ils ne veulent pas amnistier. Nous ne demandons pas la grâce. On n'est pas là pour faire l'aumône. On ne va pas demander, dire que voilà, nous sommes les pauvres, faites-nous l'aumône aux pauvres. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Ni Joël ni Rika ne sont dans cette posture. Ils sont dans une posture d'amnistie qu'on nettoie. Parce qu'ils ne sont pas coupables. Donc, vous êtes demandé d'amnistie. Nous sommes demandés d'amnistie. Et lorsqu'on dépose une loi et que des parlementaires, collègues, UP et BR se permettent le luxe de dire que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mais on a déposé une loi. Cette loi-là, si ça ne vous va pas, pourquoi vous ne déposez pas vous-même votre loi, si tant est que vous êtes dans l'optique vraiment d'amnistier vos frères emprisonnés? Pourquoi ils ne le font pas? On ne les a pas empêchés. On peut avoir 4 lois d'amnistie. Et ils vont énumérer, avec leurs critères, les exilés politiques, ils vont énumérer ceux qu'on peut gracier, qu'on peut amnistier, ainsi de suite. Ce qu'on n'a pas vu en 2020. En 2020, c'est tout le monde, parce que c'est eux que ça concerne le plus. Alors, question avant de revenir au ministre Alain Adiou. Alors, comment se fait-il que le président Patrice Talon a eu à dire, qu'il a eu à dire au président Bouniaï qu'il n'a pas l'intention de gracier Ricky Amadougou? Est-ce que le président Bouniaï vous en avait fait part au sein du parti autrefois? Ou bien c'était des discussions confidentielles? Vous savez, ce sont des discussions confidentielles que maladroitement, je dis maladroitement, le président Talon a dû le ramener sur la place publique.
Parce que ce n'est pas la première rencontre. La dernière rencontre du président Yahya Boni seul, le président avait pris des engagements, mais qui n'ont pas été respectés. Donc cette fois-ci, Yahya Boni est revenu en public sur cette demande-là de pardon. Et le président, peut-être dans un excès de colère, parce qu'ayant déjà parlé plusieurs fois en privé, a eu à parler sur sa rencontre. Aller demander à tous les analystes politiques. C'est cette gaffe du président de la République, il ne s'en est pas rendu compte. C'est-à-dire qu'il a été pris dans ce mouvement parce qu'il a arrivé à un moment donné, il a dit, mais attends, j'en parle tout le temps. Voilà, mais nous, on ne va pas arrêter d'en parler. Parce qu'il est le chef suprême des armées, il est le père de la nation. C'est comme ça on l'appelle. Quand il y a un problème, vos enfants vous offensent, vous allez demander pardon à votre papa. Mais qui nous sommes? Nous n'avons même pas notre soupe de vie entre les mains. Et c'est nous qui nous prenons pour Django, on dit non, c'est là qu'on sort. Non, nous sommes en position de faiblesse, certes. Parce que nous n'avons pas l'appareil d'État en main. Mais les frères qui sont là depuis 3 ans, et pour certains, 1000 jours pour certains, et 2 ans et demi pour d'autres, ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'on demande un dialogue national. Pour aller vers M. Adio, M. Agrafi, on a dit, la Sénat a un problème, n'est-ce pas? On a dit, asseyons-nous tous, travaillons à ce qu'il y ait. On décide ensemble, de manière consensuelle, que oui, c'est l'État qui va gérer la Sénat. Mais ce n'est pas un individu de décider. Tout ce qui touche aux élections aujourd'hui sont viciés. La Cour constitutionnelle est viciée. Et la Sénat, elle est viciée. L'extraction du fichier, vous avez vu monsieur, comment on l'appelle, Koudemi, qui a prouvé par A plus B que des Béninois, des Nigérians, des Sao Tomé Principe, des Rwandais ont des passeports et de la nationalité béninoise. C'est de là qu'on vient extraire. Il n'a pas la biométrie béninoise. Ah mais non, mais c'est de là qu'on vient extraire. Merci à vous, Moïse Boiteux. Allez à Diou. Alors, au cours de cette rencontre-là, le mot pardon est venu à maintes reprises. Président pardon, pardon président. Le pardon peut être une faute. Quelle lecture faites-vous de toute cette phrase-là? Non, moi, je vous ai déjà dit que tout ça, c'est de la manipulation au sommet de l'État. Qui a voulu manipuler qui? C'est le peuple qui est manipulé. Pas Boniaï, pas Cristallon par ceux qui nous dirigent. Ils sont tous des dirigeants. C'est le peuple qui est manipulé par les dirigeants, exécutifs, législatifs, etc. Les problèmes sont très sérieux. Vous n'allez pas me dire que le problème de Joël Aïvo et de Madougou ne sont pas des problèmes sérieux. Mais quand on arrive à parler d'amnistie, pardon, grâce, etc. Pardon, président, pardon. Le vrai débat, il faut qu'on laisse un code à la République. Le vrai débat, c'est les enfants, les parents, les familles veulent que ces gens-là, ces Béninois-là, soient libérés dans les meilleures conditions possibles. Et on s'assoit. On s'assoit. Si on ne s'assoit pas dans notre pays, pourquoi on s'est assis pour la conférence nationale en 1990? Si on ne s'asseyait pas pour parler, pourquoi on s'est assis? Si on ne s'asseyait pas pour parler des choses de la nation, pourquoi on s'est assis en 2020? Donc, les problèmes sont là. La demande, plusieurs fois exprimée, elle est là. Le chef de l'État a fait la sourde oreille. Non, les gens ont réclamé, les enfants de ce pays, qui ne sont pas des moindres, qui sont des politiques, qui sont des dirigeants, qui aspirent à, ou qui ont déjà dirigé, on dit, mais il y a des situations. La société civile, les forces religieuses, il y a des situations, asseyons-nous, Monsieur le Président de la République, que vous appuyez ça, assise, je ne sais pas quoi d'autre, asseyons-nous. Si c'est une table ronde, asseyons-nous et parlons-nous face à face. Et moi je dis, à UCB, nous disons, aujourd'hui c'est le chef de l'État qui est dans la position la meilleure pour faciliter, pour accorder cette assise-là. S'il ne le faisait pas, il y aura peut-être des brouilles dans la maison jusqu'en 2026 et au-delà de 2026, j'en sais rien. Donc, nous souhaitons qu'au-delà de ces rencontres bipartites, etc., que ceux qui dirigent ou qui aspirent à diriger, en tout cas ceux qui sont dans la classe politique et les autres forces sociales, civiles, se retrouvent et discutent. Il y a trop de problèmes en instance dans le pays. Et personne ne dira le contraire. C'est pour cela que la démarche de les démocrates, nous avons qualifié ça de démarche isolée. Mais leur réponse que nous acceptons, c'est nous avons écrit à l'international et le chef de l'État nous a convoqués. Et nous réagissons en disant, c'était pas la peine d'écrire d'abord à l'international. Le président Yahya Boni, en tant qu'ancien président de la République, peut écrire à l'international. Un président de parti politique peut aussi le faire, mais il fallait. Le président
du parti Les Démocrates avait trouvé la bonne formule. S'adresser aux partis politiques de l'opposition et dire, asseyons-nous, qu'est-ce que nous pouvons mettre ensemble dans le package opposition pour demander à rencontrer le chef de l'État. C'était ça la bonne démarche. Malheureusement, pour nous à FCBE, cette démarche-là reste à venir. Une question précise aussi pour vous à FCBE. Est-ce qu'au niveau de FCBE, vous n'avez pas un sentiment de gêne ou de frustration? Est-ce que vous n'êtes pas rassasié de frustration lorsque votre formation politique a eu pour lead le chef de file de l'opposition, le premier dans l'histoire, et que pendant tout ce temps, vous avez quand même voulu rencontrer le chef de l'État, il n'y a pas eu de ronde fructueuse, et Boniaï, à peine à la tête de les démocrates, juste une autre, quelques jours après, le chef de l'État les convoque pour échanger avec eux. Le chef de l'État du Bénin venait de faire l'expérience amère, je me permets de dire, de la CEDEAO. Il pensait, avec d'autres chefs de l'État de la sous-région, compter sur la CEDEAO pour tenter de résoudre les problèmes qui se sont posés au Niger. Il a donc compris que le président du parti politique, en sa qualité d'ancien président ou pas, Yahi Boni, ayant écrit à l'international, donc à la communauté internationale, que ça risquait de. Alors, il a voulu assez rapidement démontrer à la communauté internationale que la situation est maîtrisée. C'est pour cela qu'il a réagi une semaine après. C'est tout. Sinon, il savait très bien que les demandes de rencontre étaient là. Agapine Napoléon-Africain, quelle est l'analyse de l'analyse politique face au mot pardon qui est venu à maintes reprises au cours de ces échanges-là entre Patrice Talon et Boniaï? Je voudrais d'abord dire que la CEDEAO n'a jamais rédigé la constitution d'un pays et la CEDEAO ne rédige pas les lois. Donc, que je sois à l'écrit, on peut écrire du matin au soir à la CEDEAO, c'est pas son travail. Pour les protocoles de 2010 et de 2010 et de 2000, les protocoles de 99 à Lomé, de 2001 et les additionnels n'ont jamais dit que la CEDEAO s'ingère dans le droit positif d'un pays. Donc, nous avons des lois qui sont les lois qui... Si la CEDEAO pourrait changer la constitution, je pense qu'il y a des pays en Afrique de l'Ouest qui ne seront plus, il y a des chefs d'État qui ne seront plus en place. Donc, oui, pour moi, l'écrit de Boniaï n'avait aucun impact. Par contre, le chef de l'État avait envie. C'est ce que les gens de la mouvance ont dit, hein. Non, c'est vrai, en fait, de mouvance, monsieur le ministre. Moi, je connais. On va évoluer. Je connais donc, en la matière. Pardon. Je viens. En la matière. Les autres ont développé leur projet, donc on va me perturber. En la matière, il n'y a aucune perturbation. La CEDEAO, c'est pas son rôle. Au Niger, quand ils ont commencé, j'ai dit, lorsqu'un pouvoir de fait se met en place, on ne peut plus dire que le président est pris en otage. On en est là aujourd'hui. Un pouvoir de fait, au moment où il y avait l'habitude, oui. Mais lorsqu'un pouvoir se met, on nomme un premier ministre, il y a un pouvoir de fait. Il doit travailler avec le pouvoir de fait. La CEDEAO ne peut pas dire je ne travaille pas avec un pouvoir de fait. Le président français dit je ne travaille pas. C'est là où on en est aujourd'hui. C'est une bourde de la CEDEAO. Et ça, c'est pas du président Talon. C'est pas Talon qui n'est pas président en exercice. Talon est resté dans la logique des protocoles de la CEDEAO et des thèmes de la CEDEAO auxquels nous tous, les anciens présidents, ont tous donné leur accord. Donc, après, la CEDEAO a fait une grosse bourde. Le président Tinubu, qui a fait des déclarations fracassantes, lui-même a compris qu'il fallait faire des rétropédalages. Et on en est là aujourd'hui dans une situation dans laquelle je pense que la CEDEAO devrait faire amende honorable. Je reviens chez nous pour dire, je suis content que d'une génération à une autre, les hommes politiques découvrent que la prison est un mauvais endroit. Je suis d'accord que les assises est une bonne chose. Moi, aussi, les Japonais ont demandé assises politiques. Ils n'ont pas reçu. Ils ont demandé, ils n'ont pas eu. Donc, moi, j'estime qu'on ne peut pas aller aux assises tous les jours. Il y a eu déjà le dialogue politique la dernière fois. Il y a eu Amissi la dernière fois. Donc, le président Talon a démontré que lui, il peut déjà le faire. Il a fait du dialogue politique. Le clergé, ce n'est pas son rôle de se mêler des affaires de politique. Ils n'ont qu'à déjà moraliser les leurs à l'interne des synagogues et des églises. La société civile, elle n'est pas mandatée, elle n'a pas une légitimité particulière pour se mêler des choses politiques. Ils n'ont qu'à éduquer à la citoyenneté. Donc, il reste simplement aux politiques de parler des affaires politiques. Et notre constitution dit que les partis politiques animent la vie publique. Donc, c'est à eux. Et le dialogue politique, c'était entre eux. Le FCB qui est à côté ici, n'a été FCBE aujourd'hui et créé le système des démocrates parce que une certaine partie de FCBE a compris qu'il fallait y aller et il fallait peut-être faire quelques concessions pour avoir certaines choses. Et c'est cette concession de FCBE lors du dialogue politique qui a permis de revoir le code électoral, d'amnistier la loi d'amnistie, le statut de l'opposition. Donc, un certain nombre de choses. C'est pour dire que si c'est le pardon, non, je vais venir. Oui. Si c'est le pardon, le président Talon a déjà démontré qu'il peut pardonner.
Il y a déjà eu ça. C'est bon, il dit, il y a des moments où, parce que lorsqu'on coupe la phrase, il dit, il y a des moments où le pardon peut être une faute. Je vous l'ai dit, je vous ai mis des talons, je vous ai mis Judas et Simon-Pierre. L'un a été pardonné, de fait, l'autre est le traître du système. C'est pour dire que, en réalité, c'est un combat quotidien. Ça, c'est juste des déclarations. Juste pour vous enchérir, parlant du pardon, tout de suite sur la toile, on a vu des gens qui ont estimé que Boniaï avait pardonné Patrice Talon par le passé. Aujourd'hui, Patrice Talon ne veut pas accepter un pardon venant de Boniaï. Quel est le lien? Patrice Talon ne refuse pas un pardon à Boniaï. C'est pas Boniaï a pardonné Patrice Talon. Ça, c'est lui qui l'a pardonné. Il sait pourquoi il l'a pardonné. Il sait comment il l'a pardonné. Il connaît ce qui est entre les deux. Moi, je ne le suis pas. Donc, je ne vais pas me prononcer sur ce que je ne maîtrise pas. Par contre, ici, nous parlons d'un système où des gens ont été jugés. Je suis d'accord avec M. Monchon. Je ne sais pas. Le jugement. Et selon que vous soyez puissant, misérable, les gens de la cour vous feront blanc ou noir. A dit La Fontaine, depuis ces années-là. Donc, les jugements sont relatifs. Ils sont des hommes. Moi, je n'y crois pas. Mais j'adhère, parce que j'estime que c'est un système dans lequel on est. Moi, quand on me juge, quand je suis dans le tribunal, j'ai pas l'impression que celui qui est en face de moi a une légitimité pour me juger. Il a une légalité. Je déroge, parce que j'estime que c'est notre système. Donc, les jugements prononcés, je suis d'accord qu'il y ait un sentiment d'inachevé, une certaine frustration, mais c'est le système. Que propose le politique? On va changer notre système judiciaire. Qui va juger? C'est Dieu qui viendra nous juger? C'est des hommes, non. Ces hommes ont des aspirations. Donc pour moi, c'est pas la peine de se lamenter sur des choses que je ne peux pas changer. C'est pour ça que l'appel au dialogue est nécessaire. Mais, ouais, quand on est dans un jeu, il ne faut pas qu'on change les règles du jeu. Le ministre parle de la conférence nationale. En 90, l'État était à terre. Et que quoi dire, on ne vous a pas invité pour parler politique, on ne vous a parlé pour des affaires économiques. Après, ils se sont fait des gentleman agreements et qu'on appelle consensus, qui n'en était pas un du tout, mais qui a permis que le système change. Aujourd'hui, l'État est là. Les différentes forces sont là. L'opposition est là. Fait ses réclamations. Le gouvernement gouverne. Les institutions sont en place. Les salaires sont payés. J'ai entendu que la Cour constitutionnelle, ça a toujours été comme ça. En 2008, les gens ont écrit contre Robert Dessous en disant qu'il n'est pas légitimé pour diriger la Cour constitutionnelle. Il n'est pas pour siéger parce qu'il est membre de la coalition de Yahi Boni et qu'il a fait campagne pour Yahi Boni. Et que c'est le ministre du gouvernement de Yahi Boni. Qu'est-ce qui a changé? La Cour n'a pas. En fait, c'est une récrimination de tous les temps. Parce que nos grands constitutionnalistes ont dit qu'à la Cour, le président nomme 3 et le bureau de l'Assemblée nomme 4. Or, quand le président qui est de la République nomme 3 et sa majorité elle contrôle le bureau de l'Assemblée nationale, on en arrive à la situation que les démocrates découvrent aujourd'hui. Or, Boni lui ne découvre pas ça aujourd'hui. Il en a profité en 2008, il en a profité en 2013. Donc, c'est pour vous dire, Kader et aux amis internautes, pour finir, nous sommes dans une démarche où nous devons savoir désormais ce que nous voulons. Moi, j'estime que après les élections 2026, le Bénin ne va pas s'arrêter. On doit s'asseoir effectivement pour revisiter, parce que on aurait terminé un cycle. On serait dans un nouveau cycle de 5 ans, et comme c'est les élections générales, on aura 2 ou 3 ans d'accalmie peut-être pour repenser. Aujourd'hui, on est à la veille de tout le monde se met derrière un bras. Retoucher le socle aujourd'hui serait suicidaire pour la tranquillité et le calme. Merci à vous, Agapit. Et Moïse Moucho, est-ce qu'aujourd'hui, toutes vos espérances sont fondées sur l'Assemblée nationale pour la libération de Ricky Madougou et Joël Aïvo? Vous savez, mais vous avez encore des craintes au niveau de la loi d'amnistie? Le président a amené de facto qu'il ne va pas soutenir. Et on sait que c'est lui qui avait nommé ces 81 députés là-bas. Donc, et les vôtres ont été élus. On a été élus. Le président a nommé 81 députés et vous avez été élus, vous connaissez. Bon. Enfin, moi je ne connais pas. Oui, vous êtes au courant de ça, on ne vous apprend rien. Et il faudrait qu'on ne fasse pas économie de vérité, vous savez. Et l'esprit de nos institutions, c'est tu me surveilles, je te surveille. Ça a fait son temps. Comme vous le dites, aujourd'hui, on appelle à un dialogue national. Vous savez, le menu indigeste que le président a eu à faire pour nous inviter, nous avons refusé, nous avons ajouté une entrée et une sortie, c'est-à-dire un dessert. Donc, dans ça, on a demandé le dialogue national. Vous savez, parce que c'est pas parce qu'on a eu des dialogues qu'il ne faut pas le faire. Et d'autant plus qu'en 2026, c'est très crucial. En 2026, c'est une élection générale. C'est la première dans l'histoire du Bénin. Et il faudrait que les pendules soient à l'heure. Parce qu'aujourd'hui,
On trouve que la CEDEAO ne sert à rien, ne vient pas modifier une constitution ni ceci, cela et consort. Mais lorsque ça pète, c'est la CEDEAO, on fait appel. Vous savez, je ne le souhaite pas à mon pays. Et nous avons connu ça. Je n'ai jamais imaginé qu'il y aurait autant de Béninois en exil, parce que ce sont nos parents qui l'ont connu sous le PAPB, mais on en arrive là. J'espère que les députés de la mouvance sont des humains et qu'ils arrivent à se mirer. Je leur pose la question de se mirer, de voir ce qu'ils voient en retour. Est-ce que ce sont des humains? Si ce sont des humains, ils doivent savoir que leurs frères et leurs sœurs sont en prison. Et que pour des raisons fallacieuses, ils sont en prison. Et que l'État, eux, doivent faire tout pour les libérer. Mais lorsqu'ils s'entêtent à dire qu'ils ne veulent pas qu'un tel parti ait le lead, le bénéfice de la loi d'amnistie, nous leur proposons de proposer leur loi d'amnistie. Nous, on est prêts. Ils proposent la loi d'amnistie et on va voter. Étant donné que le président a été clair, que lui, il faut aller vers les parlementaires, même s'il ne va pas soutenir, on espère que ce sont des humains. Allez, Adéo, lorsque le président de la République dit qu'il ne soutiendra pas un projet de loi d'amnistie, est-ce que de facto, les députés de la mouvance présidentielle voteront contre? Au regard de votre expérience politique, bien évidemment. Pas de facto. Pas de facto. Le Parlement est supposé autonome. Le Parlement, je peux même enlever le supposé et dire que le Parlement est autonome. Mais c'est vrai, le chef d'État qui parle est également chef d'une majorité présidentielle. Il y a un ministre en charge des relations avec le Parlement. Donc, si le chef de l'État a quelque chose à dire à l'oreille des parlementaires, il peut passer par son ministre. Mais c'est également vrai que nous sommes dans notre pays et que les parlementaires, cette fois je peux dire, je suppose, sont conscients du fait que beaucoup de leurs concitoyens croupissent en prison dans des conditions extrêmement difficiles. Donc je serais eux que j'entrerai dans le débat avec les députés de l'opposition qui y sont, les démocrates, et nous allons réfléchir ensemble. On peut peut-être ne pas voter la loi tout de suite, mais nous allons réfléchir pour voir. Parce que il faut pas que la présence de ces amis-là soit utilisée comme un fonds de commerce politique. Non plus. Ça, c'est peut-être une autre dimension du débat. Donc, pour être plus précis, le chef de l'État ayant pratiquement fermé la porte à l'amnistie au niveau du Parlement, ça n'empêche pas, de mon point de vue, les parlementaires à étudier la question, voir dans quelle mesure trouver des solutions. Mais comme je l'ai dit et je le répète, ces éléments-là cachent à peine un malaise réel, une préoccupation, des inquiétudes qui sont dans le pays. Que le chef de l'État et son camp de la mouvance disent qu'il n'y a pas de crise, à la limite, on peut accepter. À la limite, parce que les institutions sont là, fonctionnent. Mais on peut ajouter, ne fonctionnent pas bien. Ne fonctionnent pas à la satisfaction de tout le monde. Or, c'est ça normalement les institutions. Les lois sont là, mais ne sont pas des lois impersonnelles. Si elles étaient impersonnelles, on ne serait pas en train d'apprendre que dans les couloirs qu'il y aura des retouches. Des retouches de loi. Il y a quoi? Peut-être qu'il n'y a pas le... C'est pas, si ce n'est pas le sujet, non, on va en parler. J'étais en train de vous dire... Non, je ne suis pas là pour donner l'information. J'étais en train de vous dire que si les institutions fonctionnaient bien, comme elles fonctionnaient plus ou moins bien avant 2016, parce que j'ai géré les relations avec les institutions, le Parlement a contredit le gouvernement. La Cour constitutionnelle a contredit le gouvernement sous Kérékou, où j'étais. Donc, et aujourd'hui, c'est pas possible. Ça veut dire que les institutions de la République ne fonctionnent pas bien. Disons-nous la vérité. Si les institutions fonctionnaient bien, il n'y aurait pas malaise. Que le chef de l'État et les mouvanciers disent qu'il n'y a pas de crise, on peut encore accepter. Mais il y a des insatisfactions. Il y a un malaise. Et ce malaise-là appelle, contrairement à ce que mon ami Agapit a dit, c'est pas nécessaire, mais il a quand même ouvert la porte en disant, il faut un dialogue. Il faut du dialogue. Et ce dialogue-là, écoutez, en 2019, quand on était encore en train de se battre pour la réforme du système partisan, le président de la République, il a trouvé la formule d'inviter les politiques et de discuter avec eux. Mais ne serait-ce que ça, rencontrer les hommes politiques. Toute
politiques confondues, Toutes je veux tendances dire, confondues, toutes tendances obédience confondues, politique. et discuter avec eux, poser les vrais problèmes. Donc, vous restez Pourquoi on discute? dubitatif sur l'aboutissement heureux Largement de dubitatif. ce projet d'amnistie. Absolument. Agapit Mafoikan, vous êtes aussi dubitatif? Non, moi, j'ai pas. Oh, vous avez déjà. Monsieur le ministre, c'est des hommes sélectifs. Mais bon, moi, je que le coup, ça ne fonctionne pas. Si mieux, si ça fonctionnait, il n'y aurait pas eu le match amical de 2001, par exemple. Hein, où au second tour, les gens refusent d'aller. Le Bleu refuse, Mbedi refuse. Et c'est ça, Moussou qu'il a été. Si ça fonctionnait bien, monsieur le ministre. Il se savait vaincu. Ah oui, mais bon, si vous dites que les institutions fonctionnaient très bien. Si ça fonctionnait bien, la multiple jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui a même partagé les membres de la Sénat directement à l'Assemblée nationale, ça ne serait jamais arrivé. La Cour constitutionnelle n'a pas pour vocation de partager les membres de la Sénat. C'est dire qu'en fait, les lois sont impersonnelles. Mais lorsque les gens arrivent, ils personnalisent, ils se regardent dans la loi. La loi, c'est la volonté politique d'une majorité donnée à un moment donné. Donc, les intérêts politiques passent toujours. Parce que tout intérêt politique cache tout intérêt du peuple dont on parle, cache toujours une visée politique. Donc, les lois sont impersonnelles. On n'a jamais fait une loi pour dire c'est une loi contre M. Adiou, c'est une loi contre M. Maforican. Ça n'a jamais existé. Mais la majorité qui porte une loi, hier comme aujourd'hui, a toujours derrière la tête une certaine volonté politique. On a demandé à l'autre quelle est la meilleure constitution, pour quel peuple et à quelle période. Donc, pour moi, je dis, les hommes politiques n'ont qu'à se regarder dans le miroir. Moi, j'ai été militant politique. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas adhéré? Je soutiens la majorité, je soutiens le président Talon dans les réformes qu'il fait, mais dans mes analyses, parce que j'estime que nous avons tellement tourné tout de 90 à aujourd'hui, qu'il faut maintenant aller droit. J'étais avec Yahi, je n'ai pas quand le ministre Gérontin me dit un jour, oui, quand tu es carriériste, j'ai dit non, moi j'ai jamais carriériste, c'est toi qui étais ministre ou Yahi, c'est pas moi. Et moi, j'ai travaillé avec Yahi, j'ai rien eu. Donc, quand tu dis que carriériste, donc, c'est pour dire quoi? Quand je parle de ces questions, c'est dire qu'on peut soutenir sans nécessairement quémander. Mais soutenir veut dire quoi? Il y a du beau, il y a du mauvais. Maintenant, commençons par tamiser. Les institutions aujourd'hui n'ont jamais aussi mal fonctionné qu'hier. C'est les mêmes aujourd'hui. Elles sont les limites de notre constitution de 90. On doit pouvoir évaluer et passer à une autre constitution. Maintenant, vous parlez de la loi d'amnistie. Oui, on ne peut pas avoir une réponse mathématique. On est obligé de démontrer. Alors, vous voulez ma réponse? La loi d'amnistie ne peut pas passer. En l'état actuel, sauf qu'il y a corruption, comme on a un parlement où parfois il y a les dessous de table, et ça, beaucoup l'ont dit, dont Roger Viala, ce groupe à son âme, la dernière. Donc, je me dis que, on a un parlement où il y a beaucoup d'argent qui circule, parfois, je ne sais pas. Donc, j'estime que... Mais est-ce que ces partis sont toujours d'actualité? Je ne sais pas, l'argent c'est l'argent, et je ne suis pas là où ça se partage. Donc, j'estime que, du point de vue politique... Au regard de la déclaration de l'État? Non, du tout. Au regard du comportement du Parti Les Démocrates. Vous savez que le Parlement, c'est du donnant-donnant. Vous êtes minorité au quart. Vous voulez quelque chose. Vous allez donner quelle garantie? Vous ne donnez rien aux autres et vous voulez que les autres vous donnent. Vous rejetez le bilan du président de l'Assemblée nationale alors que vous participez aux activités. Donc, vous faites preuve de votre liberté, de votre autonomie. C'est votre droit. Je ne leur reproche pas. Mais donc, les autres ont le droit de se poser aussi à vous directement parce que vous portez un projet qui ne les arrange pas politiquement. Parce que, maintenant, la question est de savoir, même là, est-ce qu'au sein des démocrates, tout le monde joue de jeu franc? Parce que j'estime que si tu veux la paix, tu ne peux pas la guerre. Comment les démocrates préparent l'amnistie, le débat sur leur proposition de loi? Moi, je ne vois pas. La diplomatie de coulisses. Le Parlement, c'est le haut lieu de la diplomatie. Le ministre sait de quoi je parle. Moi, j'ai été chroniqueur parlementaire. J'ai vu les Mouchirafou Batamassi discuter avec les Rosine Viera Soglo. Et après, les débats sont poignants, durs, rigides. Mais pourtant, à la pause, ils vont s'embrasser, ils vont se tirer les mains, ils vont aller dans des coulisses pour discuter. Et ça a fonctionné. C'est pas toujours évident, mais des longs débats. Mais on débouchait parfois. Ici, les positions sont c'est totalement braqué. Parce que dans un cas, comme dans un autre, mais surtout de l'opposition, qui a déjà participé au pouvoir, qui connaît les réalités du pouvoir, en tout cas, on ne joue pas le jeu correctement. On dit député nommé, on a nommé un député, ils ont été élus. J'ai entendu que les crises, sous le président Talon, il n'y a pas de. Que les gestions ne fonctionnent pas du tout. Notre cours constitutionnel ne fonctionne pas autant mal que ça n'a jamais été fonctionné. Moi, j'ai des exemples, je peux me démontrer. La Sénat, dont on parle, n'a jamais été. Sous le président Talon, la Sénat ne devient pas Boni Yahi est restée pour organiser toutes les élections.
sur les statuts derniers. À la présidentielle de 2021. Ça a tourné, ça a fonctionné. Merci. Donc, la Sénat qui est là, il y a un de la majorité présidentielle, un des deux partis, donc deux de la majorité présidentielle, un représentant de l'opposition, un représentant du chef de l'État et un magistrat. Pour moi, cette configuration ne répond pas à rien. Il faut laisser l'État organiser les élections, comme je l'ai dit, et maintenant permettre aux politiques de les surveiller. Et là, nous sommes en phase. Merci. Mais quel que soit le schéma qu'ils vont trouver, Alors, tant que c'est l'opposition à la mouvance, ils seront toujours, nous sommes pris par le temps. ils seront toujours dans les débats. Merci. Alors Moïse Moutcho, le président Boni-Yayi, puisqu'il parle de la Sénat, bien évidemment, le président Boni-Yayi a dit que FCBE, ce n'est pas l'opposition. Parce qu'au sein de la Sénat, il y a un représentant de FCBE, mais le président Boni-Yayi estime que FCBE, ce n'est pas l'opposition, et donc il ne peut pas jouer convenablement le rôle d'opposant au sein de cet organe-là. Vous savez, l'heure est grave au Bénin, donc ce spectacle insipide auquel on assiste à la tête de l'État, où il y a un boulanger, maître en chef, qui manipule, qui fait tout ce qu'il veut. Vous savez, moi, ça me donne envie de gerber. Je suis jeune. D'accord ? Et c'est pas ça. On peut faire la politique digne. On peut faire la politique avec de l'éthique. On peut faire la politique en ne se servant pas, mais en servant le pays qui vous a donné toutes ses chances. C'est important qu'on le dise et qu'on le martèle. Notre pays a besoin de sages. On n'a pas besoin de président. On n'a pas besoin de one-man show. Le président Yayi Boni a été assez clair par rapport à ce qu'il a eu à dire. Vous savez, on nous demande... La Sénat actuelle, c'est une loi qui a été faite pour nommer. Entre-temps, si les lois du Bénin ne sont pas les lois d'humeur d'un individu, parce que les lois doivent être impersonnelles, mais les lois sont des lois d'humeur. Et c'est ce que ça donne. Il y a des élections intermédiaires parce qu'on veut aligner un mandat, il y a des élections intermédiaires. Mais on se permet, soit on est sûr que le Parti Les Démocrates ne serait pas à ces élections, d'accord? C'est pour ça qu'on peut nommer des gens pour 5 ans. Donc, chez nous, il y a vice de forme, il y a vice de procédure. Ça là, c'est clair. Allez voir tous les spécialistes, les juristes pour vous dire ça. Pourquoi le président Talon s'est octroyé 45 jours? Pourquoi il a écourté le mandat de ses députés? Parce qu'on veut aligner tout. Mais on se permet quand même de nommer des gens pour 5 ans. Mais ils nous diront, dans leur logique, que oui, ils sont là, et même si vous prenez le pouvoir, voilà, ils vont vous servir encore et tout ça là. Mais c'est un faux problème. Nous, on ne veut pas de ça là. Nous voulons que leur propre loi soit respectée. Nos propositions sont claires. Hein? Ce n'est pas une affaire de droit. C'est une affaire de résolution politique. Et c'est pour la paix. On veut la paix. Le drame qui se joue, qui arrive, qui se profile en 2026, vous savez, nous sommes là. Le président Talon, peut-être qu'il est sortant. Parce que la loi jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire, si elle n'est pas modifiée, la Cour constitutionnelle et la loi fondamentale béninoise, ça dit qu'il n'est plus candidat. Mais tout peut se jouer. D'accord? Mais ce qui se profile, c'est pas bon, ça ne sent pas bon. Il le sait, c'est pour ça qu'il nous a convoqués. Le président est conscient de ça, que ça ne va pas. D'accord? Mais quand aujourd'hui, la FCBE parle, opposition, vous savez ou pas, ce n'est pas le fait de le dire. Il y a une posture. D'accord? Il y a des comportements, il y a des actes. Nous, ils ne posent pas ces actes-là, ils ne sont pas dans cette posture. Non, vous savez, il y a des petites anecdotes que j'en ai parlé. J'en ai parlé avec le ministre Adirou déjà une fois, et avec certains compatriotes béninois qui sont de FCBE. Nous avons tendu la main. Dès qu'on est arrivé, le président Talon et Boni a pris la tête. Il a tendu la main. Mais qu'est-ce qu'on nous a répondu? On va afficher, on nous traite de tous les noms, et tout ça là. C'est une posture d'opposition? Non. On était là à la Sénat. Ils étaient à la Sénat en tant que représentants de la... Je parie, et vous savez, monsieur Adio, vous pouvez être mon papa ou mon grand frère.
Et ce n'est pas le parti FCBE qui a nommé le représentant des FCBE à l'opposition. Les 5 qui sont là, c'est le président de la République qui les a nommés. D'accord? Parce qu'on a vu comment il a fait démissionner lorsqu'il n'y avait pas la parité, il n'y avait pas de femmes pour que Mme Dato vienne là-bas. Vous voyez le président des talents partout, hein? C'est lui, le chef de famille. Il y a des chefs. Oui, c'est lui le chef de famille. Donc, il faudrait qu'on accepte ça. Donc, ils étaient à la Sénat. Quand la Sénat nous dit, la loi dit qu'il faut publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Un parti réclame ça. On n'a pas le droit normalement de le réclamer. C'est à la Sénat de le publier dès que les élections sont finies. Mais la Sénat ne le fait pas. On le réclame. La Sénat nous dit à nous qu'ils sont caduques. Donc, vous voyez cette Sénat-là, qu'elle est normale. Pourtant, il y a l'opposition qui est à la base, d'après ce qu'on nous dit. On vous a compris, Moïse Moncho. Il y a les actes. Ce n'est pas une déclaration sur papier qui fait de vous l'opposant. Il y a des actes qu'il faut amener ça. Et la porte est toujours ouverte. C'est eux qui essaient de fermer la porte. Nous, la porte, elle est ouverte. Alain Adirou, que répondez-vous? Et pourtant, c'est cette opposition, cher ami Moncho, c'est cette opposition, ce représentant de cette opposition-là, il était là quand la Cour constitutionnelle vous a fait droit, entre guillemets, pour que le parti, les démocrates, qui était disqualifié pour la compétition en janvier 2023, puisse être remis en selle. Non, on n'était pas disqualifié. Il était quand même là. Ah non, non, d'accord. On n'était pas disqualifié, M. Adirou. J'ai juste voulu Nous avons fait un recours devant la Cour constitutionnelle parce que le DGI a bloqué nos critiques fiscaux. Ça là, c'est pas, vous n'avez pas écrit l'histoire devant nous, M. Adirou. Et la loi dit, non, donnez-leur leurs critiques fiscaux. Et c'est tout ce qui a été fait. On va suivre Alain Adirou. Le parti Les Démocrates était hors jeu, était fort clos, quand la Cour constitutionnelle, saisie par vous, la procédure, c'est pas ça le plus important, la Cour constitutionnelle a dit, mais donnez-leur raison. Cette opposition-là, ce monsieur-là, représentant de l'opposition, je vous avais dit, il était quand même là. Il ne vous a pas empêché. Il n'a pas empêché les démocrates. Il n'est pas à la Sénat. Il n'est pas à la Cour constitutionnelle. Il est à la Sénat. J'ai parlé de la Sénat. Il était à la Sénat. Oui. Vous avez dit, vous avez essayé de me montrer qu'il était là, mais rien n'a été fait. Il était là, rien n'a été fait. Et je disais là qu'il était quand même là quand vous avez été rétabli. C'est juste un rappel. Mais pour en revenir au plus important, le président du parti, les démocrates, a écrit à FCBE le 10 novembre dernier. Et en cette qualité-là, il a écrit « Je souhaite une rencontre avec vous ». Il a demandé une audience. Yahi Boni a écrit à Paul Rompoué pour demander une audience au nom de son parti. Audience accordée par le parti FCBE. Nous avons reçu la lettre un lundi. Nous avons répondu un mardi. Puisqu'il nous a été demandé, vous voudrez bien fixer l'heure, la date de l'audience, nous avons fixé la date, l'heure au jeudi qui suivait. Si nous n'étions pas preneurs, on n'allait pas réagir aussi rapidement. Ce n'est pas parce que c'est Yahi Boni, non. C'est parce que on était preneurs. On a écrit et on a dit, veuillez bien nous préciser la délégation qui va venir nous rencontrer à FCBE au siège. Et nous avons reçu, cette fois-ci, la lettre de votre secrétariat administratif, le jour même de l'audience, qui nous précisait notre délégation n'était pas prête. Nous vous demandons de repousser l'audience. Nous allons vous écrire à nouveau pour. Et là, vous nous dites tranquillement à FCBE que nous ne sommes pas en droit de remettre en cause la sincérité de M. Boni Yahi. Il écrit en tant que président d'un parti politique. Je l'ai déjà rappelé, ce n'est pas lui qui a signé. C'est l'un des vice-présidents qui a signé, mais c'est sur un papier en tête, le président du parti. Et 2 semaines après, il renie ce qu'il a écrit. Et il dit à la face du monde, est-ce que FCBE est un parti politique de l'opposition? Non, même pas. Ce n'est pas une question qu'il a posée. N'est pas un parti politique de l'opposition. Et vous dites, les faits sont là. Nous avons déjà répondu. C'est parce que vous êtes, vous, les démocrates. Mais d'abord, Yahi Boni. Quand M. Mafolikan parlait tout à l'heure, il m'était venu à l'esprit pas mal de... Et je me suis dit, oui, Yahi Boni a pris le pouvoir après Mathieu Kérékou. Nous avons géré les relations avec les institutions. Nous respections les institutions, les règles du jeu. Tout le monde se souvient.
lorsqu'il a parlé de la majorité, le président, 3 personnes pour la Cour constitutionnelle, le bureau de l'Assemblée nationale, 4 personnes, etc. Oui, c'est depuis Yahi Boni que nous avons commencé à entendre ping-pong, ping-pong. Donc, le non-respect du sérieux à accorder aux institutions, c'est né depuis le régime 2006-2016. Et le régime 2016-2026, c'est le prolongement, sous certains angles, de ce que nous avons vécu 2006-2016. Et le président de la République l'a bien dit, en s'adressant à son ami, nous sommes des amis. Ils ont beaucoup fait ensemble, entre 2006 et 2016. Merci Alain Adéou. D'accord. Et nous sommes victimes de la chose. Ce que nous dénonçons, c'est le respect des institutions. Il faut que nos institutions dans notre pays fonctionnent comme les lois l'ont voulu, comme la conférence nationale en a voulu, dans le cadre de consensus. C'est depuis Yahi Boni que ça a commencé à être biaisé. Donc, pour en revenir au cas plus précis, nous avons dit, M. Boni Yahi est disqualifié, par nous, en tout cas, disqualifié, pour porter à lui tout seul le chapeau de l'opposition. Il ne le peut plus. Parce qu'il renie ses propres déclarations. Il n'est pas capable de respecter sa propre parole ou de respecter ses propres écrits. Donc nous disons non, il a beau avoir été chef de l'État, c'est pas de ça qu'il est question. En tant que président des démocrates, il n'est pas qualifié. Mais c'est tout à fait possible. Une fois que nous avons dit ça, nous avons dit, si ça continuait, si le président du parti, les démocrates, continuait, c'est la justice qui sera saisie par FCBE. Parce que c'est lui qui a démissionné. C'est lui qui a démissionné du FCBE. Mais une fois que nous avons dit ça, nous ne fermons pas les portes. Il était votre ancien leader. Il était le président d'honneur. Nous ne fermons pas les portes. Les démocrates et FCBE peuvent toujours se rencontrer. FCBE le souhaite toujours. Nous attendons toujours du secrétaire administratif de votre parti une lettre pour nous dire nous sommes enfin disposés à. Et la rencontre aura lieu. Merci. Et je souhaite que ce soit une rencontre qui mette en lumière les préoccupations du peuple afin que l'opposition organisée soit en mesure de faire de nouvelles offres politiques dans le cadre de 2026. Et que cette guerre-là, que personne puisse finir et que nous puissions avancer. Nous sommes à la fin de ce débat, malheureusement. Agapit Nabroma Foikan, très rapidement, en quelques secondes, j'ai une question particulière pour vous. Je ne vais pas répondre à la question sur le FCBE. Bon, vous allez y aller rapidement. Vous n'êtes pas de parti politique. Non, justement, ok, allez-y. J'ai une demande gaïste, quoi. Le seul problème, c'est que ni les deux, aucun des deux ici n'a réellement participé à l'EIAI, réellement. Mais ils sont dans deux courants politiques du système Yahi. Mais donc Paul Nkwe est un porte-phare. Donc du coup, c'est logique parfois qu'ils ont... Vous connaissez la plaisanterie apparentée. C'est un peu comme ce qui se passe entre eux là. C'est un peu comme les trucs qu'on appelle la plaisanterie apparentée. Ils se chamaillent, mais ils sont de la même cour. Hein, j'ai pas les bons interlocuteurs ici aujourd'hui, mais ils sont de la même cour et après ils vont finir par s'entendre parce que c'est la méthode de Yahi qui fonctionne. C'est la méthode de Yahi. Moi je connais parce que j'étais là. Hein, j'étais pas au feu, mais j'étais là. C'est la méthode Yahi qui fonctionne. C'est une méthode patriarcale, de type monarchique et populiste. Après, bon, c'est la personnalité du président et que je trouve que parfois on en a besoin. Je vous permets pas. Non, parfois on en a besoin. On a besoin. Le chef de famille peut être populiste. Et il l'est. Il n'appartient pas à un parti de juger de positionnement de l'autre. Je pense que c'est manquer du respect à l'autre. Et même l'enfant a besoin d'égard et de respect de son parent. Donc, les démocrates sont mal placés pour faire de la théorie politique au FCBE ou parler de leur positionnement politique. C'est un aveu d'impuissance et d'échec, d'incapacité de positionnement, que de penser que quand vous avez abandonné, ceux qui ont joué le jeu avant vous n'ont pas la carrure et la personnalité pour l'être. C'est un hégémonisme désolant. Ce qui se trame, ce n'est pas un jeu. Parce que les 13 millions de Béninois, pour nous, ce n'est pas un jeu. Ni pour le président Yahi, qui a payé 52 jours en captivité. D'accord. Les membres du FCBE étaient où? Ils étaient là. Il a payé en tant que FCBE, pas en tant que D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, ce monsieur qui se bat, il est demandeur de rien. Il a déjà tout fait, tout prouvé à son pays. Il joue au troisième tour. Non. Laissez ça. Vous savez, c'est nous qui jouons.
c'est nous qui jouons. Lorsque vous avez la chance d'avoir dans vos rangs un ancien président de la République, un monsieur qui est en train de parcourir le monde pour la paix, vous savez, c'est un plus. Nous l'avons remis en selle. Et c'est important qu'on le remette en selle parce que nous, on a besoin des remparts pour aller au front. Il est un général d'armée, il est un chef d'orchestre et il faudrait qu'il envoie ses fantassins au front. C'est ce qu'il est en train de faire. Merci. Et vous ne demandez de rien. Et cette guerre, vous savez, moi, je ne suis pas ça. Monsieur a dit où Cavarion a donné un repère à notre pays. C'est important. Merci pour cette conclusion. Agapit Mafoikan, très rapidement, vous allez nous dire, on a comme l'impression, on a noté dans les propos du président Talon, dans cette rencontre, qu'il n'a pas toujours fini de digérer l'échec du projet de révision constitutionnelle de 2017. Parce qu'il connaît que notre constitution, là, est une constitution de type monarque. Et que le chef d'État a tous les pouvoirs. Il l'a dit pendant la campagne. Alors, les gens pour si l'humeur, on l'a empêché d'aller plus loin dans ce qu'il a voulu faire. Et maintenant, on lui fait le procès d'utiliser la constitution qu'ils ont refusé d'amender. C'est là le problème. Donc, moi, j'estime que... Il a eu l'occasion de corriger, il n'a pas fait. Non. Ça veut dire qu'il est de mauvaise foi. Bon, avec... Il avait un parlement monocolore, 83 députés pour lui tout seul. Bon. Il n'a pas pu. C'est important de parler. Oui, il n'a pas pu le faire. Pourquoi c'est maintenant qu'il va la mener? Je vais vous répondre. Il a démontré également sa force qu'il est un homme d'État. Au moment où il avait ce Parlement, il ne va plus tout faire avec la Constitution. Il y a un constitutionnel qui a eu en 2019, une constitution à minima. Non. Parce que moi, je suis... Monsieur Rapide, il y a un truc de timing que vous ne comprenez pas. C'est le timing, il joue sur le timing. Ce qui se trame aujourd'hui... Vous êtes d'abord dans moi, je suis dans le Non, nous sommes dans la réalité. Parce que c'est le timing. Moi, je commande un fait. Monsieur Adiou, vous êtes d'accord. Si par exemple un tel sujet venait à l'Assemblée nationale, Voilà. 81 contre 28, Voilà. ça donnerait quoi? Donc, moi, Ça donnerait quoi? Ce qu'il dit est vrai. Voilà. Si c'était en 2019, 83 contre 83, ce serait trop flagrant. Mais maintenant, Voilà. c'est encore possible. Et il c'est ça qu'il faut Agapit, éviter. Je vous mets au défi que nous serons en 2026. D'accord. Le problème ne touchera plus à rien de la Constitution. En tout cas, dans son essence. Parce que vous êtes toujours là à vous C'est ce que vous demandez toujours, monsieur Agapit. C'est le contraire qu'il fait. Non, j'ai fait... Vous êtes conscient, hein? N'oubliez pas que j'ai fait 10 ans avec Gaï. Je vais aviser là. J'ai fait même 12 ans. C'est tout le contraire qu'il fait. N'oubliez pas, monsieur Agapit. Merci. Vous êtes défendu partout. hein. Merci. Merci. Merci à tout un chacun. Agapit Mais je Mafoikan, comprends ce qui se passe. consultant, média communication, analyste, chroniqueur politique. Il était face à Francis Moïse Boncho, directeur de campagne, porte-parole du Parti politique des démocrates, et l'ancien ministre Alain Adiou, membre du bureau politique FCBUT, également à nos côtés ce samedi. Merci à vous. On se retrouve demain dimanche pour l'invité avec Maître Renaud Agbodjo.